Souvenez-vous, il y a 3 ans, éclatait le scandale des EHPAD. Que se passe-t-il derrière les murs des maisons de retraite du groupe Orpea? Avec la sortie de ce livre-choc. Les révélations sur les maltraitances pratiquées dans des EHPAD du groupe. Mais tout ça, nous a-t-on dit, c'est fini. Orpea est même devenu Emeis et vend désormais des EHPAD métamorphosés. Chez Emeis, nous sommes force de vie. Ça, c'est pour la réclame. En coulisses, le groupe est-il aussi exemplaire? L'œil du 20h vous dévoile des documents confidentiels. Cette nouvelle image d'Orpea, les familles veulent y croire. En août 2023, Véronique Ovadia décide ainsi de placer son père dans un EHPAD. Même si c'est Orpea, vu l'histoire qu'il y a eu, ils ont dû faire des efforts. Donc on s'est dit que ça serait mieux. En fin de compte, pas du tout. Très vite, la santé de son père se dégrade. Des marques inquiétantes alertent la famille. Là, on a commencé à se poser des questions par rapport aux plaies et aux hématomes qu'il avait. Ils avaient réponse à tout. Là, elle me disait oh ouais, là, il s'est gratté. Là, il s'est gratté. Il faut savoir que, comme je dis, mon père ne bouge pas un sourcil. Là, c'est les boutons de la blouse qui font ça. Vous pensez qu'on vous a menti? Ah oui, tout le long. Quand elle décide de sortir son père, 14 mois après son admission, il a perdu beaucoup de poids selon elle et décédera 4 mois plus tard. Aujourd'hui, la famille est convaincue de ne pas avoir reçu toutes les explications malgré ses nombreux courriers à Emeis qui affirment qu'il n'y a eu aucune maltraitance. Sur la côte d'Azur à Cagnes-sur-Mer, longtemps, rien n'a filtré de cet EHPAD où il était résident. Aucun des différents responsables des jardins d'Inès n'a souhaité s'exprimer. Que se passait-il à l'époque dans cet établissement? Ces derniers mois, certains ont décidé de briser le silence. Nous avons pu joindre plusieurs salariés et anciens salariés. On n'avait que des vacataires, donc les traitements n'étaient pas donnés en temps et en heure. Il y a eu de la maltraitance volontaire et involontaire, suite à plein de choses, mais suite aussi notamment au manque d'aides-soignants chroniques. Il n'y a pas eu. Et donc ça allait bien. À son tour, un collectif a décidé de rendre public des dysfonctionnements. Il a fait parvenir à un journal régional et à l'œil du 20h des documents confidentiels. Parmi de nombreux fichiers et témoignages, nous retrouvons le nom de Jacques Ovadia, résident à ce moment-là. Mais aussi la lettre d'un médecin qui, face à ses problèmes, préfère démissionner. Il décrit ainsi de graves dysfonctionnements, certains étayés par des photos de ses collègues. Des résidents oubliés pour les repas, l'absence d'hydratation suffisante, la non-administration de médicaments et même 2 décès suspects. Mais quelle est l'attitude du groupe face à ces alertes? Selon la loi, dans un EHPAD, en cas d'oubli de médicaments par exemple, ou bien encore lors d'un décès suspect, il faut déclarer aux autorités de santé un événement indésirable grave dans un délai rapide. Exemple, au moment de la démission du médecin. Une fiche d'événement indésirable a bien été remplie. Elle rapporte entre autres des résidents non surveillés restant dans leur vomi toute la nuit, des gestes maltraitants comme du gavage de force ou encore des prescriptions de médicaments non respectées. Mais avant d'être adressé aux autorités, ce document va d'abord être relu par la direction régionale, puis jusqu'au siège d'Emeis, en région parisienne. Au gré de va-et-vient, la fiche est écrite et réécrite encore. Un juriste confirme ainsi que la première version doit être modifiée. Concernant ce dossier sensible, il a été convenu que le projet de fiche d'événements indésirables ne serait pas adressé en l'état. Près de 3 semaines après la déclaration initiale, le résultat expurgé ne raconte plus la même histoire. 15 lignes de dysfonctionnement réduites à 5, beaucoup moins détaillées. Plus question de vomi, de gestes maltraitants ou de médicaments oubliés, mais seulement de dysfonctionnement ou encore des prises de soins pouvant s'apparenter à de la maltraitance. C'est cette version qui est finalement envoyée à l'Agence régionale de santé, accompagnée d'un autre signalement évoquant des problématiques de personnel. L'ARS nous confirme avoir bien été averti des fragilités en termes de ressources humaines, mais selon elle, aucun des éléments portés à sa connaissance ne permettait d'établir des faits avérés de maltraitance et ou
de négligence. Il faudra attendre un article dans la presse pour qu'une enquête sur site soit effectuée fin 2024. Emeis nous affirme avoir bien identifié à l'époque les problèmes de personnel qui seraient depuis résolus. Selon eux, l'objectif de ces modifications n'était pas de dissimuler la réalité. Donc il y a quand même une énorme différence. Pour quelle raison ? Donc, des faits rapportés ne sont pas forcément des faits avérés. La différence, c'est entre ce qui est rapporté, donc par une personne qui a peut-être quitté le groupe, et ce qui est prouvé, vraiment mentionné dans un dossier médical. Là, vous avez plusieurs personnes. C'est l'équipe médicale qui le signale. C'est pas une personne. J'ai pas les documents, j'ai pas l'ensemble des documents qui vous ont été transmis. Ce que font les services, c'est de conseiller de ne rapporter que des faits avérés. Si vous voulez, quand une équipe n'est pas stable, la qualité peut se dégrader. Mais ce n'est pas de la maltraitance. Il n'y a pas eu de maltraitance dans cet établissement. Ces modifications des signalements étaient-elles limitées à l'EHPAD de Cagnes-sur-Mer ? À l'autre bout de la France ce jour-là, cette directrice qui témoigne anonymement l'affirme. Toutes ces déclarations aux autorités sont bien relues et réécrites par le siège. Donc ce document, il va être modifié plein de fois. Ce document fait un circuit où d'autres mains passent dessus. J'ai commencé à m'inquiéter de nos signatures maintenues sur des documents qui étaient retravaillés. Parce que légalement, c'est vous qui êtes responsable et c'est à vous de déclarer cette fiche. Quel est leur objectif, selon vous ? D'arrondir certains angles de façon à éviter certainement d'autres complications, ce qui fait que ça transforme des vérités. Ces directives camoufleraient justement leurs défaillances liées au manquement des moyens qu'ils ne donnent pas sur les résidences. De son côté, Emeis affirme que c'est le choix du directeur de l'EHPAD de faire appel à son service juridique et qu'aucune consigne de réécriture n'est donnée, mais uniquement des suggestions.